Michel Bourguet, éclaireur unioniste un peu vétéran et surtout rédacteur actuellement de la revue des éclaireurs Bivouac, donc pour les 12-16 ans. Question que je poserai à tout le monde. Chacun répondra s'il en a envie. On sent bien maintenant cette crise, vous avez parlé chance, défis, difficultés. Comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Comment est-ce qu'on pourrait profiter de cette crise pour que ce soit la façon d'amener les jeunes dont nous avons la charge à avoir envie d'une décroissance joyeuse? La décroissance joyeuse. Mon ami Pierre Rabhi, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un homme assez exceptionnel, qui a fait beaucoup progresser l'agriculture biologique et surtout toutes les valeurs qui vont avec, parle de sobriété joyeuse. Heureuse, je crois. Oui, joyeuse, il dit oui. Ah ouais. Oui, et je pense que c'est un concept qui, moi, me parle étonnamment. Nous sommes en fait invités à changer de modèle. Comme l'a dit Bettina, et c'est tout à fait vrai, le modèle, c'est le progrès rend heureux. C'est le modèle dans lequel nous vivons. Chacun d'entre nous est invité à être jour après jour plus heureux parce qu'il a plus de confort matériel, d'engins, etc. C'est ce modèle-là qui est en train d'être mis en question aujourd'hui. Je pensais tout à l'heure, puisque Bettina m'a taquiné sur la technologie, quand j'étais gamin, dans l'Auvergne profonde, le mot technologie n'existait pas, ça n'avait pas de sens. Le mot ludique n'existait pas non plus. Il y a beaucoup de mots actuels qui n'existaient pas. Pour moi, le bonheur suprême, c'était conduire le petit âne, puisqu'il n'y avait pas de voiture. Et j'avais 7 ans, quand je pouvais conduire le petit âne, c'était un bonheur immense. Alors évidemment, si on s'engage dans cette voie de trouver du bonheur dans le lien avec les autres et avec le monde vivant qui nous entoure et pas seulement avec les engins, alors nous foutons l'économie telle qu'elle fonctionne par terre. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est exactement ce qui se passe maintenant. L'anecdote que je vous propose est très parlante. J'avais été invité à l'Union européenne à une rencontre, c'était en 98, je crois, sur l'avenir de l'automobile. Il y avait tout l'état-major des grands fabricants, ils étaient tous là. Et moi, j'étais le petit écologiste de service. Alors, j'avais posé une question dérangeante. J'avais demandé, est-ce que c'est vrai que vous sauriez fabriquer une voiture qui consomme 3 litres au 100 ? Avec une magnifique unanimité, ils m'ont répondu absolument, c'est tout à fait vrai. Alors, je posais une deuxième question, j'ai dit, mais alors pourquoi ne la faites-vous pas? Oh ben, ils ont dit, voyons, mais monsieur, personne n'en veut. Mais j'ai dit, comment ça, personne n'en veut? Écoutez, en ce moment même, tous les soirs, en ce moment même, passent 50 spots à la télé pour le téléphone portable. Il y a 2 ans, personne ne voulait de téléphone portable, ça n'existait pas. Et dans 2 ans, il n'y aura plus un Français qui n'aura pas de portable. Ben, j'ai dit, vous faites pareil. Vous faites passer une pub, vous expliquez que cette voiture va faire une économie considérable à votre portefeuille. Elle va coûter peu cher, elle sera facile à garer. Elle ne va pas polluer l'air, elle ne produira pas le réchauffement climatique. Bon, ils auraient dû m'écouter cette fois-là. Ils ont fait des grosses voitures, bourrées de techno. Et puis maintenant, les gens ne veulent plus de grosses voitures. Parce que c'est le changement de culture, alors maintenant on est dans le trou, voilà maintenant qu'ils veulent des petites. Et moi qui suis lorrain, je suis donc du département, on fabrique la Smart. Alors la Smart, tout le monde veut des Smart, l'Amérique veut des Smart, ils n'arrivent pas à les fabriquer assez vite, parce que la culture a changé. Donc il faut qu'on invente, et c'est ça la réponse, si je puis dire, une économie qui va avec le changement de culture, et non pas une culture qui dépend de l'économie. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Je prends un deuxième exemple parce qu'il est d'actualité, c'est les hypermarchés. Voilà Tipa qui se trouve trop gros. Alors il y a un formidable ramdam dans tous les enseignes d'hypermarchés, chez tous, sans exception, pour devenir plus petit.
parce que les gens, ils veulent la proximité, ils veulent pas qu'à la caisse, il n'y ait plus une caissière, ils veulent qu'on leur donne des conseils pour savoir c'est tel aliment, est-ce qu'il est comme ci, comme ça, est-ce qu'il y a des OGM dedans, est-ce qu'il est bio, etc. Donc ils veulent ça. Donc ils viennent plus petits. Alors Carrefour divise ses grands hypermarchés en deux et essaye tant bien que mal de louer la moitié à des boutiques. Voilà. Alors j'ai écrit un livre qui est sorti il y a 15 jours qui s'appelle « La raison du plus faible ». Dans la nature, c'est pas le plus fort qui gagne toujours. Et dans les crises, dans les grandes crises de l'histoire de la vie, si on regarde ce qui s'est passé, il s'est passé une chose inouïe. C'est toujours ce qui est petit qui traverse la crise et toujours ce qui est gros qui se casse la figure. Alors on a l'exemple des dinosaures qui est bien connu, les petits mammifères ont résisté, c'est pour ça que nous sommes là, et les dinosaures sont partis. Mais ça a été comme ça chaque fois. Alors il va falloir qu'on invente une économie qui aille dans le sens du changement de culture dans lequel on est. Et ben c'est ça l'enjeu actuel. Alors c'est très difficile à inventer, mais voilà, ça reste à inventer complètement. Donc j'aurais tendance à dire, faisons plutôt petit que très gros, et faisons comme cette équipe d'écolos que j'ai rencontrée dans une ville célèbre qui s'appelle Azincourt, où les Anglais nous ont flanqué une pile effroyable. Ils sont organisés en assos, ils sont pratiquement autarciques, ils risquent rien. Ils risquent rien, j'ai été très frappé. Ils fonctionnent comme à la ferme dans laquelle j'habitais quand j'étais un petit garçon. On risquait rien parce qu'on était en autonomie. Alors il faut retrouver de l'autonomie par rapport aux grandes multinationales qui, elles, effectivement, courent des risques très importants. Merci. Donc, juste avant de donner la parole à Bettina Laville et à Laurent Chérizet, juste une remarque, parce qu'il se trouve qu'effectivement, il y a 15 jours, je suis allé chez Pierre Rabhi, chez lui dans les Cévennes, pour aller plus loin sur ce concept de sobriété heureuse, qui effectivement, enfin, je donne la moi voilà, mon point de vue de journaliste, qui est un peu une synthèse que je trouve assez futée et dynamique. Vous savez, il y a toujours dans les mouvements écologiques, il y a des querelles de chapelle. Donc d'un côté, vous avez les partisans purs et durs du développement durable, et puis de l'autre côté, les partisans purs et durs de la décroissance. Et quelque part, le concept de sobriété heureuse me semble un compromis. Alors, il faut se méfier des compromis, des fois sont un peu affadis, mais celui-là, il est assez bien trouvé. Voilà, en tout cas, mon point de vue personnel, mais peut-être que Laurent de Chérizet et Bettina Laville ont aussi quelque chose à dire sur ce concept. Moi, je suis totalement contre le mot décroissance. Pas du tout contre le concept, mais je suis contre le mot parce que la décroissance s'inscrit dans la croissance. Et qu'à partir du moment où vous avez une vraie volonté de changement de société, en la fondant sur ce que M. de Cérizet a dit, c'est-à-dire l'être, vous ne pouvez pas vous appuyer sur des concepts que vous voulez détruire pour en fonder d'autres. Il faut, comme on dit, changer de paradigme. Ça, c'est la première raison fondamentale. La deuxième raison, c'est que on est quand même aujourd'hui dans un système mondial qui vit sur le marché, qui n'est même pas sûr de vouloir le réguler, parce que personnellement, j'y crois pas beaucoup, malheureusement. Je m'y emploie à toute petite place, mais je n'y crois pas beaucoup. Je suis formidablement optimiste en ce moment. Et je pense que le moment de l'histoire où nous sommes n'est pas assez avancé pour adopter le concept de décroissance. Dans tous les colloques de dirigeants, etc., dans tous les échanges, quand on vous dit décroissance, les gens vous répondent « on y est ». Ce qui est vrai sur le plan économique, on y est, puisque cette année on va faire du moins, Madame Lagarde nous dit du moins 1, mais Monsieur Strauss-Kahn, en privé en tout cas, dit moins 2,5. Bon, donc voilà, donc je pense qu'il faut changer. C'est pour ça que moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je suis d'accord avec le mot de sobriété. Alors moi j'en ai un autre, je vous ai dit prospérer sans croître, c'est prospérité, parce que je pense qu'il ne faut quand même pas oublier la moitié du monde. Et la moitié du monde, elle a besoin encore beaucoup d'être plus prospère.
hein, et d'avoir une certaine abondance. Le mot abondance, d'ailleurs, si je me souviens bien, et je me souviens bien, est également dans l'Évangile. L'abondance et l'hyperconsommation, ça n'a rien à voir. Bon. Donc je suis, moi, pour la prospérité heureuse, mais je me... comment dirais-je, la prospérité heureuse, c'est un pléonasme. Non, pardon, excusez-moi, la prospérité sobre. Voilà, la prospérité sobre. Mais je m'adapte à la sobriété heureuse.